Donc, Carline Groupière a fait sa thèse à l'INREV, et donc c'est une ancienne étudiante d'ATI. Elle a eu la chance, en fait, dans son jury blanc de thèse, d'avoir Edmond qui a jeté un regard sur son travail avant qu'elle puisse l'exprimer, en fait, devant tout le monde. Et maintenant, elle est maîtresse de conférence à Montpellier 3. Et je remercie Michel pour cette transition entre l'humilité et la mégalotopie. Donc déjà, je remercie Marie-Hélène et toute l'équipe pour l'invitation. Je remercie toute l'équipe pour cette organisation impeccable, ça a déjà été dit. Donc je promets pas de rattraper le retard, mais je vais essayer de tenir le temps. Donc j'ai rencontré et découvert la grande famille d'ATI à mon arrivée, je crois en 2006, quelque chose comme ça. Et j'ai été tout de suite emportée, transportée dans une sorte de cadre. Pour moi, c'était pas juste une formation, c'était un cadre. J'en ai rapidement parlé ce midi de façon informelle, mais je pense que je suis arrivée dans un endroit où j'ai été élevée par des personnes qui avaient une pensée infiniment riche, une ouverture, une bienveillance et une humilité assez incroyable, mais qui permettaient aussi de tendre la main vers vers la jeune personne que j'étais, qui n'y connaissait pas grand-chose, mais qui était passionnée, et d'avoir des gens qui font des choses très compliquées, qui ont des pensées très complexes, mais qui se mettent à la hauteur de quelqu'un qui débarque, et qui, avec toute bienveillance, petit à petit, essaie d'ouvrir un peu, ou de remplir, je ne sais pas trop, les deux peut-être, tout ça. Donc le projet... que je vais vous présenter ici. Je pense, comme tous les autres projets que j'ai faits depuis 2006, font partie pour moi de cet héritage direct, de cette philosophie aussi de penser les choses. Enfin, Étienne parlait ce matin de cette sorte d'optimisme aussi, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de lucidité. Et vous allez voir que ça va rejoindre beaucoup de choses. Ce que j'ai appris aussi ici, pardon, je fais beaucoup de souffle. Ce que j'ai appris aussi ici, c'était de penser le numérique comme un outil. C'est-à-dire que c'est un outil comme un autre, comme on peut avoir de la peinture, comme on peut avoir des crayons, on peut aussi travailler le numérique. Merci. Ne rapproche pas le micro. Il est autonome, ce micro. Oui. Donc je voulais commencer par une citation d'Edmond Couchot qui nous dit « Ces œuvres provoquent des sensations, des émotions, des sentiments, mais aussi des visions du monde singulières en résonance avec notre environnement. » Et la suite de la citation, il parle aussi de la jouissance somatique que provoque la fréquentation des œuvres. On en a beaucoup parlé. Et pour moi, cette vision singulière, c'est une vision pas forcément de l'auteur, mais c'est aussi la vision du public et qui vient résonner avec l'environnement. Et c'est pourquoi j'ai décidé déjà sur ce projet de vous parler des inspirations, c'est-à-dire finalement de l'environnement qui a inspiré ce projet. Oups, pardon. Donc, outre les différentes pensées et la philosophie d'Edmond Couchot, ce projet, pour moi, il vient d'un constat. Le premier constat, c'est une sorte de manque ou de reconnaissance. Alors, pas forcément un manque de reconnaissance ressenti par tous, mais on observe autour de nous, en tout cas j'observe autour de moi beaucoup de gens qui ont l'air de pâtir de ce manque de reconnaissance dans des systèmes, dans des sociétés qui broient vite de l'humain, à qui on demande beaucoup mais sans donner grand-chose en échange. J'ai aussi fait le constat qu'on est dans une société
où il y a beaucoup cet art de parler de ce qu'on ne connaît pas, avec un monde très jugeant où finalement on a un avis sur tout, on juge tout et on est dans une société qui nous demande ça, hein. Plus ça va, plus quand on raccroche de notre banque, on nous dit vous pouvez évaluer votre banquier, vous pouvez évaluer votre dernière téléphonique, vous pouvez évaluer votre dernière commande, vous pouvez évaluer bientôt votre voisin, votre serveur, je sais pas, mais voilà, il y a cette sorte de jugement général. Parallèlement à ça, autour de moi, je découvre le travail d'une chercheuse brillante qui s'appelle Charlène Drey, qui vient d'être recrutée cette année, je crois, à Paris 8 d'ailleurs, et qui travaille, elle, vous allez voir après, tout fait du lien, hein, mais... et qui travaille sur donc sa thèse s'intitule « Le protocole scientifique comme processus de création artistique appliqué au cheval entre art et science ». Des espèces hybrides ou écrire le vivant. Et elle travaille sur la façon dont on peut amener le cheval en cirque. Hein, on peut amener le cheval non plus à le fouetter pour qu'il fasse quelque chose, un peu comme en ce moment dans une société, voilà, pas de reconnaissance, tchac, mets-toi debout. Mais on va demander au cheval quelque chose de différent. On va essayer de l'atteindre par la bienveillance, par l'autocongratulation. Et donc à partir de là, elle met en place des expériences comme celle-ci, où le cheval a des petits jumpers et suivant les boutons sur lesquels il appuie avec son museau, il peut choisir de démarrer la ponceuse ou la cireuse à parquet, je crois, ou avoir un son qui lui dit « Oh, mais c'est qui le beau cheval à sa maman ?» Alors petit à petit, le cheval apprend que finalement, on se rend compte qu'il va préférer entendre « Oh, c'est qui mon beau cheval ?» Et elle fait plein de protocoles comme ça que vous pouvez retrouver sur son site. Il y en a plein. Elle en fait un notamment avec des vidéos, donc des vidéos d'elle-même. Voilà, c'est bien mon cheval, c'est toi le plus beau. Et on se rend compte que finalement, le cheval, il peut être dans le pré, faire plein d'autres choses, mais il y a un moment donné, il va avoir envie. Donc il traverse tout, il fait les petites épreuves juste pour avoir cette vidéo où il se fait tout simplement féliciter, parce que lui aussi, il a besoin de reconnaissance. Parallèlement à ça, je travaille avec des collègues de cinéma, puisque je suis intégrée à Montpellier dans un département de cinéma avec des chercheurs, théoriciens, spécialistes de l'analyse filmique. Et on travaille à des expériences en réalité virtuelle avec des stagiaires pour essayer de mettre en évidence la matière filmique, le montage, le son, pour le découvrir autrement, pour aller essayer de mettre en exergue des fois certains sons, certains dialogues, certains discours dans une démarche plutôt plus pédagogique que artistique, mais néanmoins, il y a quand même un parti pris. Donc là, par exemple, c'est un projet sur le film de Chaplin qui s'appelle The New Janitor. Je vais pas trop développer, mais pareil, on l'a appelé l'élévation parce qu'il y a un jeu d'élévation sociale dans ce film, avec voilà, vraiment le... je vais pas détailler sur ça parce que sinon on va pas finir de manger. Mais en mélangeant tout ça, l'idée est venue finalement de ce projet que j'ai décidé d'appeler Mégalotopie, où vous allez, je pense, ça va faire sens après, mais où je me suis dit, finalement, comme le cheval, on a peut-être un besoin de ce jeu de la reconnaissance, et en même temps, peut-être qu'on ne devrait juste pas en avoir besoin, mais ça, j'y reviendrai par la suite. Et donc est venue l'idée de ce projet, qui est un projet qui assemble... Ah oui, bah oui. Donc il y a un projet tout simplement qui est assez simple. Hein. C'est un film dans lequel des gens s'extasient. Alors il y a toute une progression. Les gens s'extasient. Alors c'est pas je vais revenir après dans les détails, hein, mais en gros, c'est que de la critique constructive. Mais de la critique constructive issue de films dans lesquels d'autres gens s'extasient devant des œuvres en disant « mais c'est tellement beau, mais c'est incroyable, mais quelle beauté, mais quelle... voilà, je suis transcendée, enfin bon, voilà, je vais revenir dans le détail après. » Et dans ce cadre, donc il y a une sorte de mise en abîme, hein, puisqu'il y a le cadre réel auquel le spectateur fait face, dans lequel il y a le film, et dans le film se trouve ce même cadre dans lequel le spectateur assiste à son retour en direct. On le voit un petit peu mieux sur la première photo, hein. Donc c'est la personne se voit elle-même dans le film, avec les gens qui la complimentent. Donc pour ce projet-là, finalement, on a 3 espaces. On a l'espace tangible avec le spectateur, l'écran, le cadre, la toile de fond,
Je ne vais pas développer sur ça, mais c'est aussi des réflexions qui font écho au travail de Sophie Das sur la dimension de penser un espace de fiction et proposer au spectateur de rentrer dans un espace de fiction qu'on lui propose pour vivre une expérience. J'ai fait le choix, par exemple, aussi d'avoir un appareil photo qui filmait le spectateur. C'est pas une webcam, c'est un appareil photo avec de la profondeur de champ pour qu'il y ait aussi ce jeu de flou. Etc. Il y a l'espace du film qui est une réécriture à partir de scènes qui sont déjà caricaturales sur la critique d'œuvre, donc je vais y revenir un petit peu après. Et puis il y a pour moi l'espace du spectateur filmé qui est lui-même intégré en temps réel, bon, voilà, on pourrait parler de temps réel, mais, dans cet espace du film. Donc cette notion de ces différents espaces, évidemment, alors on en a parlé, on pourrait le développer beaucoup, mais m'a fait penser bien sûr à cette citation, à la réflexion de Couchot sur je le cite, du croisement entre le temps subjectif vécu par un interacteur et le temps réel. Donc le terme qui qualifie essentiellement une technique, qui va mener à ce temps uchronique. Et c'est vrai que voilà, je pense que c'est des choses. Donc c'est un travail qui est un peu frais encore. Donc je pense qu'il y aurait des choses à creuser là-dedans. Le premier point que je voulais développer, c'était cette idée de critique de la critique. J'ai fait le choix... aussi en réponse à ce qui vient d'être dit sur ces constats de la société, de prendre un peu donc, ce contre-pied en gardant de la critique positive. Donc pour ça, dans cette œuvre, finalement, il y a 26 films. Des films choisis parce qu'à un moment donné, dans ce film, il y a des personnages qui sont face à des œuvres et qui vont donner leur avis sur ces œuvres-là de façon parfois caricaturale. On voit parfois que les auteurs, les réalisateurs ont vraiment joué de faire une critique de la critique en rendant la critique extrêmement caricaturale et un petit peu ridicule. Donc par exemple, j'ai choisi deux petits passages que j'aime bien. Donc la réécriture à partir des scènes choisies, j'ai sélectionné par exemple Titanic. Je vais vous mettre le petit extrait après, hein, mais où elle va dire « c'est comme être à l'intérieur d'un rêve ou de quelque chose où il y aurait la vérité, mais pas de logique ». Voilà. Ou alors Ella Story, « When I see a painting like this, I get emotionally erect ». Qui est assez fantastique finalement. Et en même temps, ça passe comme ça dans le film. Donc je vais quand même vous faire le plaisir de voir la version originale. Roland thinks LA is a place for the brain dead. He says if you turned off the sprinklers, it would turn into a desert. But I think... He's about to kiss her, and she's pulling away. The way his leg is sort of smashed up against her. Look how he's painted the blouse, sort of translucent. You can just make out her breast underneath, and it's, sort of touching him about here. It's really pretty torrid, don't you think? Then, of course, you have the onlookers peeking at them from behind the doorway like they're all shocked. They wish. Yeah, I must admit, when I see a painting like this, I get emotionally erect. Roland thinks LA is a place for the brain dead. He says if you turned off the sprinklers, it would turn into a desert. Roland thinks LA is a place for the brain dead. Voilà, la suivante. Put it in the wardrobe. Oh, God, not those finger paintings again. They certainly were a waste of money. The difference between Cal's taste in art and mine is that I have some. They're fascinating. Like being inside a dream or something. There's truth but no logic. What's the artist's name? Something Picasso? Something Picasso. He won't amount to a thing. He won't, trust me. Let's put the Degas in the bedroom. At least they were cheap. Voilà, something Picasso. Oups.
Donc bien sûr, ce qui m'intéressait dans ce projet, j'ai travaillé donc avec des acteurs de manière, j'ai prélevé ces sortes de petits extraits qui me paraissaient assez extraordinaires. Et après, on a travaillé avec les acteurs finalement sur des scènes quasi improvisées où ils avaient juste des petits bouts comme ça, sans savoir d'où ça venait, et ils devaient juste essayer de penser des dialogues en se répondant comme ça de façon un petit peu absurde. Et tout est monté en crescendo, voilà, jusqu'à je ne vous dévoile pas la fin parce que vous irez voir l'œuvre au vernissage. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était aussi de travailler sur la mise en abîme, sur le regardant, regarder. Donc en même temps, le projet, dans son exagération, amène une sorte d'extrême. Donc je souhaitais amener le spectateur à s'interroger sur son propre besoin de reconnaissance et peut-être poser la question de ce qui fait l'épanouissement personnel au-delà d'un besoin de reconnaissance qui des fois semble presque boulimique, ce besoin de reconnaissance. Donc je vais finir sur une citation que j'aime beaucoup sur la question du regard. Donc, pourquoi ne pas plutôt se taire et reconnaître simplement dans l'espace innommé du regard, passage mystérieux de l'un à l'autre, du monde à soi, de soi au monde, le mystère même et le silence de l'autre. Ce qui m'intéressait, notamment par rapport à cette citation, c'est cette notion d'espace du regard. Pour moi, les choses se mêlent. Il y a un espace de l'œuvre, un espace du regard, du monde de soi au monde de l'œuvre. Et ce qui m'intéressait là-dedans et dans ce travail-là, c'était aussi l'idée de questionner le regard de soi sur soi-même. Parce que finalement, dans ce monde que nous jugeons continuellement et on nous demande d'avoir un avis, on nous demande de juger, je me posais la question de est-ce qu'on arrive à être doux et bienveillant déjà avec soi-même et à prendre soin de nous-mêmes, à nous offrir cette bienveillance, ou peut-être que cette reconnaissance que nous cherchons auprès des autres, on pourrait déjà la trouver auprès de soi-même, simplement en faisant ce qu'on aime faire, en faisant les choses qui nous font plaisir, en bricolant des trucs qui nous font plaisir et qu'on a plaisir à partager, qu'on a plaisir d'offrir à des jeunes générations ce plaisir de bricoler la matière numérique sans forcément chercher plus loin. Voilà, merci pour votre attention. Et Merci Carline. Du coup, tu as bien tenu le temps. Il reste 2 minutes s'il y a une question. Et après, on doit tous partir en amphi X. Donc, est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Je vous encourage en tout cas à aller tester en fait votre... Étienne, oui. Je voulais remercier Carline pour diffuser cette bienveillance. Le temps que le micro arrive à Étienne. C'est concernant les réactions. Cette question concerne les réactions face à ce dispositif. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que c'est vrai qu'on a vu la construction, mais qu'est-ce que ça donne ? Alors, c'est assez varié. Déjà, j'ai testé 2 choses. J'ai testé de le proposer en intimité, c'est-à-dire dans une pièce, je ferme la porte et les gens ressortent avec un avis. Et là, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient été... pour moi, je le trouve surtout drôle, mais je suis très bon public, donc ça n'a pas de... Voilà, et les gens, des fois, ont été touchés, parce qu'il y a des scènes d'extraits de films, on dit, c'est l'humanité, c'est quelqu'un qui est aimé par ses parents, c'est pas juste un portrait. Et voilà, des gens qui m'ont fait le retour d'avoir s'être senti atteint dans ça, donc ça, je trouvais ça intéressant. Après, globalement, sinon les autres essais, j'ai senti les gens plutôt peut-être un peu gênés, parce qu'il y a quand même des mains, il y a des femmes qui se jetaient sur la toile, et les gens sont un petit peu mal à l'aise, mais je pense qu'ils sont plus mal à l'aise du fait qu'il y ait d'autres spectateurs en train de les regarder dans un tableau avec des gens qui s'arrachent leur corps plus que finalement l'expérience. Donc, et ça, c'est une question que je me pose. Je me demande si c'est pas un projet qui finalement serait vraiment plus adapté à être vécu en intimité. Voilà. Ah, mais avec grand plaisir. C'est une dimension qui est très rare en fait dans les installations. Enfin, si, ça peut être. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Bon, on l'a testé hier avec Jean-François. C'est un dispositif qui est drôle, qui est humoristique. On rit,
on s'amuse. Et ça, cette dimension-là, elle est formidable. C'est vrai, il y a les dimensions que tu as dit, mais il y a quelque chose de très joyeux, de ludique. Et vraiment, c'est là, hein, dans ce processus, parce qu'on se fait encenser, mais on en rit, parce que c'est tellement... voilà, on n'y croit pas une seconde, bien sûr, mais au contraire, ça nous fait moquer de nous-mêmes, au fond. Hein, et ça, c'est très bien. Voilà. C'est rare quand même des installations interactives où on rit comme ça, où il y a tant d'humour. Après discussion, nous, on essaye de la convaincre de faire ça, en fait, dans des toilettes. C'est-à-dire, au moment le plus intime, d'être, en fait, de se regarder. Déjà, quand il y a des miroirs dans les toilettes, c'est un peu gênant. Mais de se regarder, de se faire aduler pendant qu'on est aux toilettes. Ce serait la version ultime. J'y pense. On est en train de faire un financement participatif. Et sinon, ça existe, les cercles d'adoration. Hein, ça existe, des ateliers. Vous allez, et puis tout le monde vous dit, vous êtes magnifique et tout. Ça existe à Paris. Alors du coup, je vous propose de prendre vos affaires et de vous diriger tous vers l'Amphi X, où on va pouvoir voir le spectacle. Et merci beaucoup, Carline. Merci, Carline.